La bande dessinée, nouveau terrain de jeu, le secteur du livre, le jeu de société, deux secteurs en plein bouillonnement qui ont peut-être plus de liens qu'on ne le pense, plus de relations à tisser également à l'avenir entre les jeux qui adaptent des univers de bande dessinée, les bandes dessinées qui adaptent des personnages ou des univers de jeux. Les liens sont finalement assez ténu. On a la chance d'avoir 4 représentants du monde du jeu de société, du jeu de plateau et du monde de l'édition. Je vais les laisser se présenter avant de débattre. Bien entendu, c'est aussi une rencontre et vous aurez la parole si vous souhaitez leur poser des questions. On va commencer, je vais vous laisser vous présenter. Peter, vous êtes le représentant de Groupe 24 et vous êtes venu aussi avec des jeux. Je vous laisse vous présenter. Prenez le micro là, vous l'allumez. Bonjour, normalement je suis néerlandophone, mais je vais essayer en français ou en anglais. On fait des jeux, oui, mais spécialement des jeux de Monopoly. Donc ça c'est justement un demi, parce que Monsieur Jacobs c'est un Belge, donc on a choisi une bande dessinée belge pour lancer ça sur le territoire francophone, donc en Wallonie, Bruxelles et aussi bien sûr en France. Mais c'est déjà notre 30e version qu'on fait. On fait beaucoup de Monopoly de villes connues en Belgique, Bruxelles, Anvers, Gand, Bruges, toutes des choses comme ça. Mais on fait aussi des spectacles. Avec notre compagnie, on fait des spectacles avec des comédiens. Et le comédien en Flandre, il fait aussi des bandes dessinées. Donc c'est un comédien belge. Il parle aussi comme moi, normalement néerlandais. Mais il fait aussi des bandes dessinées. Donc parce qu'on fait des concerts pour lui, on fait un Monopoly aussi pour Urbanus. Et parce qu'il y a aussi des bandes dessinées de Urbanus et c'est un grand succès. Donc on continue comme ça. Très bien, merci. Étienne Bonin pour Asmodée. Bonjour, moi je suis Étienne Bonin et je m'occupe de la session des licences chez Asmodée Entertainment, qui est une nouvelle entité qui a été créée il y a quelques années au sein d'Asmodée, dont le but est de justement gérer et développer les licences et les IP du groupe. Asmodée, c'est un agrégat de 22 studios qui sont des maisons d'édition de jeux de société. Et notre relation avec la bande dessinée peut être de plusieurs manières. C'est-à-dire qu'on va soit créer des jeux qui reprennent des éléments de bande dessinée. On voit un exemple ici avec une version spéciale d'un escape game en jeu de société qui s'appelle Unlock, qui a été fait avec Last Man. Et à l'inverse, on peut aussi, au lieu de prendre des personnages existants et de les mettre sur nos bandes dessinées, on peut imaginer traduire les jeux en bande dessinée et inventer des histoires de bande dessinée autour de jeux existants. C'est ce qu'on a notamment fait avec Rich, qui prendra la parole tout à l'heure. Merci. Cédric Littardi. Merci. Donc, moi, je suis Cédric Littardi. Je gère et j'ai fondé une société qui s'appelle Don't Panic Games, qui est un éditeur de jeux de société français, un éditeur ou un studio. Notre particularité, c'est que je pense qu'on est le seul éditeur français, enfin je peux me tromper, qui crée des jeux, mais dont la spécialité c'est de créer des jeux basés sur des licences, notamment de bandes dessinées ou de dessins animés. Et une autre de nos particularités, c'est qu'on le fait sur tous les types de bandes dessinées, c'est-à-dire que, alors il y a une grosse spécialité sur les adaptations de manga, on est le studio qui a le plus d'adaptations de manga au monde en jeu de société, mais on fait aussi, surtout en traduction, des comics, on a des gammes de jeux d'ici. Et on fait également un peu de franco-belge. Donc je vous ai apporté Select and the City qu'on a créé et sorti cette année, enfin l'année dernière, pour vous donner une idée du panel de ce qu'on fait. Voilà. Merci. Et Rich Young.
Hello, everyone. My name is Rich Young. I'm the co-founder of Ablaze Publishing, an American comics and graphic novel publisher. We publish a wide variety of stuff. Some of it is from Europe. For instance, Frigel and Fluffy, which you guys may recognize from the French market. We also publish manga. Blitz is a chess shonen manga. Trece is a Filipino comic that we brought over. We also do some licensed stuff. For instance, this is a Far Cry comic based on the video game. And we do work with several different French publishers. This is the English version of Animal Castle, which we licensed from Casterman. So we're doing a lot of projects with different French publishers and other European publishers. We're publishing kind of a wide variety of work. And we're working with licensors such as Asmodee on the Double Spotted comics. Alors, merci pour ces présentations. Ma première question, elle est assez générale. Qu'est-ce qui attire l'univers du jeu de société, qui est très large et qui est où tout est possible, dans celui de la bande dessinée? Pourquoi travailler sur des licences de manga, par exemple, ou de bande dessinée d'humour française pour faire des jeux? Qu'est-ce que ça apporte réellement? Alors, c'est moi qui commence, hein, c'est ça. Moi, je pense qu'une licence de BD, comme on dit, ou une IP, il y a trois abords génériques. Petit 1, le fait que ce soit quelque chose de connu qui va permettre de vendre. Alors, c'est la popularité. Donc, typiquement, le Monopoly, il y en a plein. Mais le Monopoly de Black et Mortimer, ça va permettre de vendre à un nouveau public parce que les gens vont l'acheter parce que c'est Black et Mortimer. Deuxièmement, les images. Faire un jeu de société, ça peut être très coûteux graphiquement. Avoir accès à des images déjà existantes en quantité qui ont déjà été créées pour quelque chose d'autre, dans certains cas, c'est juste nécessaire. Parce que ça peut dépendre des jeux. Il y a des jeux qui peuvent ne pas avoir d'image, il y a des jeux qui peuvent avoir besoin de beaucoup. Et dans ce cas-là, pourquoi ne pas aller piocher dans quelque chose d'existant? Et troisièmement, l'univers, la narration. D'accord? Un jeu, alors il y a tout type de jeux, il y a des jeux très mathématiques, des jeux très abstraits, mais en général, dans le jeu de société, souvent, on a envie de vivre une histoire. Comme dans le jeu vidéo, comme quand on lit, etc. Et bien évidemment, si j'ai une mécanique devant moi, c'est beaucoup plus immersif et amusant si je me projette dans une narration que je connais. Et du coup, ça, à la limite, ça aide à comprendre le jeu, puisque les mécaniques de narration et la technique sont en phase. Et du coup, en tant que créateur... je vois beaucoup de créateurs d'ailleurs qui viennent en disant nous on a une mécanique et on pense que ça irait beaucoup à cet univers là ou un univers comme ça et en fait on se rend compte que ça correspond tout à fait. Voilà. Peter, le fait d'aller chercher, vous êtes habitué à faire des Monopoly, donc tout le monde connaît le Monopoly, tout le monde connaît les règles du Monopoly. Aller adapter un Monopoly pour donc des villes, on voit à peu près ce que ça représente, on achète des maisons, des rues, il n'y a pas de problème, mais quand on adapte une bande dessinée, quel est l'intérêt de se plonger dans l'univers de Blake et Mortimer, par exemple, pour transformer ce jeu que tout le monde connaît? Oui, ça dépend. Chez Blake et Mortimer, parce que c'est une bande dessinée très iconique, on a choisi d'utiliser les couvrures que tout le monde connaît. Mais dans les autres, dans les jeux d'Urbanus, c'est tout différent. Urbanus a fait des dessins particuliers pour cette jeu. Donc ça dépend de Monopoly. Les quatre coins de Monopoly, on ne peut pas toucher. C'est toujours la même chose parce que les gens doivent they have to recognize the original game. So if you change it too much, it's not a Monopoly anymore, and it's a strength that you still have the ID that you play Monopoly, that you know the game, that you don't have to read a book to start with the game. And the strength of these games is that you're fan of the comic of Blake and Mortimer, but most of the time you grew up
playing Monopoly. So you have a combination of two great things in your mind, the Monopoly and the Blake and Mortimer, and then it's like 1 + 1 makes a great total. That makes the step that people like it double as much. Oui, on voit bien l'attrait du public à la fois pour le jeu et donc pour la licence, pour l'univers. Chez Asmodée, vous avez travaillé, on a vu cet exemple de Last Man sur Unlock, le fameux jeu d'escape game. Est-ce que, et Cédric évoquait tout à l'heure l'histoire de la narration, qui veut être inhérente à un jeu, qui pourrait coller, ou une mécanique qui pourrait coller à un univers. Vous cherchez aussi des choses comme ça qui peuvent entrer en relation, ou c'est juste, entre guillemets, juste la licence pour avoir les belles images que tout le monde connaît? Non, il faut qu'il y ait un sens à utiliser la licence. C'est pas seulement des belles images, c'est aussi une autre manière de raconter des histoires, et pour les joueurs, une autre manière de rentrer dans un univers qu'ils connaissent déjà, qu'ils apprécient déjà. D'autres jeux qui peuvent être faits chez Asmodée sont des jeux qu'on fait avec Marvel notamment, et donc des super-héros. Et là, c'est vraiment une manière pour le joueur d'incarner le super-héros et de faire ses propres histoires. On devient presque l'auteur du comics, en fait, de son propre comics une fois, et puis la fois d'après ce sera différent, et donc ça fait des histoires en plus, parce que comme la bande dessinée, le jeu c'est raconter des histoires. Je me permets de saluer Asmodée pour la meilleure cross que j'ai jamais vue, c'est Small World, World of Warcraft. Small World of Warcraft, c'est vraiment la rencontre parfaite. On a l'impression de se dire, mais en fait les deux jeux ont été faits pour ça. Alors, à l'inverse, Rich, vous êtes allé chercher un jeu hyper connu qu'on joue en famille, le double, le Spot It en anglais, pour en faire une aventure. Alors qu'on pourrait penser que c'est un jeu de cartes, il n'y a pas forcément d'univers narratif. Qu'est-ce qui vous a attiré dans cette licence-là, cet univers-là? Sure, I'm going to take this off while I'm talking. No, what attracted us? I mean, obviously, looking at just frankly the numbers that Dobble is selling in Europe and in the United States, it's Asmodee's, I believe, #1 family game. It's so that the market itself comes into play, but also, trying to figure out a narrative to it is a challenge in and of itself. You end up trying to get the right creative team involved. We worked with a couple different writers on pitches, and then we kind of narrowed it down to what we thought was the best way to kind of translate the gameplay into the comics in a really kind of fun and interesting way. And I think we've done a pretty good job on this. The creative came together nicely. Est-ce que vous avez fait des tests avec les enfants pour voir s'ils retrouvaient le plaisir du jeu, de cette rapidité, ce regard dans l'image, dans la page qu'on aime quand on joue à Double, à Spot It, pour faire cette bande dessinée? Est-ce que vous avez fait cette recherche-là? We did not do any research on children, but I think we worked with the team at Zygomatic, who actually create the games, and our licensing team at Asmodee, and they really vetted everything, kind of put it through the approval paces, and I think it's a pretty authentic experience with the game. I think fans of the game are gonna like it. Et alors, vous avez parlé, vous avez choisi Spot It parce que c'est familial, c'est très connu, tout le monde a déjà joué. Est-ce que vous pourriez faire une bande dessinée sur Monopoly aussi, parce que tout le monde a déjà joué? Est-ce que vous seriez tenté par d'autres idées comme ça, de grands jeux mondialement connus pour faire une saga de comics? That's a really interesting idea. Never thought about a Monopoly comic. But it does kind of open up the door to kind of thinking about what else might be out there that you could take a similar approach on. This is kind of the first in what we hope will be, a line of graphic novels based on this. And I'm sure open up the door for other conversations around other titles and properties.
Est-ce que c'est facile de travailler avec les propriétaires de droit, les ayants droit d'un univers? Est-ce qu'il a été simple de parler avec les ayants droit de Jacobs et donc les éditions Blake et Mortimer pour les convaincre que ça ferait un bon Monopoly? For Blake and Mortimer, it was an easy job because we don't change a lot. We use the iconic covers of the albums to stick to the original work. Of course, we change the train stations, and that it's it can be an airplane or a car that exists in the Blake and Mortimer world. Of course, we also change the cards, so we have the cards with the phrases. We change that also, but it's strictly close to the original. And in Blake and Mortimer, there are not so many explicit scenes. If I look to our previous work with like the Urbanus thing, it's a comedian. It's a comedian who makes strong jokes, sexist jokes sometimes, and he also has a dog. He has a pet, and that dog is like in two halves. And it walks around. So then we had a lot of issues with the guys of Hasbro, who is having the rights on the Monopoly. So the problem was not having a problem with Urbanus. He would go full force. But Hasbro is like, it's sorry to say, but it's American. And the American guys are like more strict. So we had to make from Urbanus a 16-plus game, like you see here. And if you look at the pictures, they are very childish. There are no naked women on it, or we don't put people in flames or something like that. But even if a dog has two halves, they ignore it. We also had like Santa Claus, and Santa Claus with us in Belgium, he has like a cross on his... I don't know the word in English, but he has something on his head with a cross on it. We couldn't use any religion symbols in it. So all those things we had to cut out of our Monopoly. And even worse, we once made also with a graphic designer, with a cartoon designer, a version of Brussels, the Monopoly Brussels. And in Brussels, people know we have like a guy who is pissing, and we call him Mannequin Piss. It's our national symbol, and he's naked, of course. It's a statue. It's even known as like the Eiffel Tower. We had to put Mannequin Piss a swimming pant on, because Hasbro said no naked boys. We say that statue is there for 400 years. He was always naked. Everybody knows, everybody sees. It's nothing wrong with it. No. You can't do Mannequin Piss without a swimming pant. We put a swimming pant on Mannequin Piss, and the people in Brussels, they boycott the game. They don't want to buy it. They say, the foolish Americans, they don't gonna put the rules here, what we can do, what we can see, so we don't buy the game. So we learned about that in the past. Now we stick to versions where we can stick to the original pictures, and that we don't have to change it. If there's a gun in Blake and Mortimer, we want to show the gun, because if we put the gun away, the fans of Blake and Mortimer say, wow, that's not an original Blake and Mortimer picture. We don't gonna buy the game. So that's important. Alors les Américains sont très à cheval sur certaines règles. On sait que les Japonais aussi, dans l'usage d'images. Cédric, vous avez travaillé sur des mangas très connus. Est-ce que comment ça se passe? Est-ce que c'est compliqué aussi là? La raison pour laquelle on est le premier éditeur de jeux au monde, enfin celui avec le plus de licences japonaises, c'est parce que, d'abord, j'ai une grande expérience avec le Japon, mais c'est ce qu'il faut. C'est-à-dire que dans le cas du Japon, déjà ils sont pas bien structurés pour les licences, donc vous voyez ce jeu Fairy Tail, il a fallu que je fasse pas moins que 3 contrats pour pouvoir couvrir une zone géographique à peu près mondiale, parce que pour développer un jeu, vraiment, il faut avoir un marché, en tout cas international. Et puis ensuite, ils ont des procédures d'approbation qui sont très compliquées, et au-delà de ça, ils ne comprennent pas ce que c'est qu'un jeu de société. Parce que, tout simplement, culturellement, ils n'ont pas vraiment de notion du jeu de société au Japon, pour plein de raisons. Alors, évidemment, ça évolue partout dans le monde, y compris au Japon, mais
on a l'impression que, ce jeu, j'ai été obligé d'aller l'expliquer au stade du prototype, parce que si je me déplace pas pour l'expliquer au Japon, c'est même pas la peine, d'accord, à quelqu'un qui est en charge des approbations de jeux vidéo. Il y a un mécanisme de draft de cartes dedans. Ceux qui savent à peu près, qui ont joué à Seven Wonders, savent ce que c'est qu'un draft de cartes. Et ben, j'ai passé 20 minutes à essayer de l'expliquer. En plus, avec la différence de la barrière de la langue, etc. Donc, au final, on arrive à faire ces jeux parce que, en face, j'ai des interlocuteurs qui me connaissent depuis longtemps et qui ont confiance. 2, on est capable de leur expliquer. 3, parfois, il faut 3 ans d'approbation sur un jeu comme ça. Donc, bon, c'est compliqué. Alors, des fois, même tous les gens, on se dit, mais pourquoi on le fait ? Et d'abord, c'est ce qu'on aime. Et ensuite, on a commencé Don't Panic en se disant, le jeu de société, ça a l'air un peu vieillissant. Avec de l'animation et du manga, alors c'était pas le gros boom qu'on a connu ces 3 dernières années, on remonte un peu plus en arrière, et on va amener un public jeune, et ça par contre ça marche à chaque fois. C'est-à-dire qu'on va dans un magasin, dans un festival, etc. Les parents, c'est des gamers, ils vont jouer à un gros truc, et les enfants, ils s'agglutinent tous autour d'un jeu. Et c'est aussi pour ça qu'on développe des jeux originaux qu'on veut bons, parce que les gens, au final, on peut mettre l'image qu'on veut de Fairy Tail. Ça va faire venir jouer les gens une fois, mais ils ne sont pas amusés, ils ne rejoueront pas au jeu de Fairy Tail. Voilà. Donc c'est des problématiques uniques du Japon. D'accord. Est-ce que chez Asmodée vous travaillez sur plusieurs licences ? On a parlé de Marvel aussi tout à l'heure. Là aussi, les discussions, le fait que je ne sais pas comment se porte le jeu de société aussi aux États-Unis, comment ça s'est passé avec ces Américains ? Nous, on est à la fois acheteur de licences et puis avec Rich notamment, on est aussi vendeur de licences. Donc je vais bien me garder de faire des commentaires sur à quel point les ayants droit peuvent être compliqués. Ça, c'est à Rich qu'il faut le demander. Mais ce qui est certain, c'est que si ces jeux existent, c'est parce qu'il y a une volonté des deux côtés. Et donc de toute façon, ça demande du travail, ça demande de la compréhension de règles, de savoir pourquoi on fait ce jeu, de savoir ce qu'on veut transmettre dedans. Mais au final, on arrive à faire des jeux et notre but à nous, c'est d'abord de faire des bons jeux. Parce que comme le dit Cédric, si le jeu il fonctionne pas, on a beau mettre ce qu'on veut sur la couverture et sur les cartes, les gens ne reviendront pas jouer. Et ce qui nous intéresse, c'est que les gens reviennent jouer. Donc on va tous dans la même direction pour ça, faire un bon jeu qui plaise aux joueurs quels qu'ils soient et aux fans de l'IP de toute façon. Est-ce qu'on vient vous voir, est-ce que parfois des auteurs de bande dessinée avec un univers qui est en développement ou qui est déjà publié viennent vous voir pour dire je sens qu'on pourrait faire un jeu qui ressemblerait un peu à ça, un jeu avec des cartes ou des dés, pour essayer de développer quelque chose. Est-ce que ça vous est déjà arrivé ? Oui. J'ai pas forcément l'impression que Cédric pourra peut-être en savoir plus parce qu'il reçoit peut-être plus d'appels directement, mais que les auteurs vont venir avec une idée préconçue du type de jeu, mais plutôt une envie de jeu. Et on revient justement à est-ce que cette envie commune existe pour toutes les raisons qu'on a mentionnées, et si elle existe, oui, alors dans ces cas-là, on commence à travailler sur quel type de jeu peut-être. Je me permets de reprendre, parce qu'en fait, il y a 2 gros angles à comment on commence un jeu. Il y a l'angle, on aimerait faire un jeu sur tel univers, d'accord, avec qui on va travailler, quel game designer ou quelle mécanique ou qui c'est qui. Je vous donne un exemple simple, l'attaque des Titans, c'était il y a longtemps. Je vais gérer la licence et j'aimerais faire un jeu sur l'attaque des Titans. Je parle par hasard avec des amis qui sont en l'occurrence Antoine Boza et Ludovic Maublanc, des auteurs émérites. Je leur dis je suis en train de réfléchir à un jeu l'attaque des Titans. Bon, 2 mois se passent parce que c'était un, et puis ils arrivent, ils font tiens voilà un proto. Voilà. Ah non, on adore l'attaque des Titans, etc. Donc le jeu il s'est fait comme ça. Par contre des fois on a quelqu'un qui dit moi j'ai fait un jeu sur l'univers de Blade Runner. Voilà. Est-ce que c'est possible de faire Blade Runner ? En l'occurrence, c'était compliqué. Donc ce jeu est sorti, il est sorti chez Hachette, il s'appelle Shaman. Mais à la base, quand il a imaginé le jeu, l'auteur, il était dans l'univers de Blade Runner parce que
c'est ça, un jeu est inspiré par une narration, par quelque chose. Donc après, on peut le laisser dans l'univers original, on peut recréer un univers. Il y a beaucoup de jeux de plateau qui sont des simili d'univers existants parce que les gens sont inspirés par des univers existants. Hein. On sait que l'heroic fantasy, c'est un terrain privilégié pour les jeux, l'œuvre de Lovecraft, etc. Enfin, il y a plein de... Bon, Lovecraft, c'est dans le domaine public, mais il y a plein de gens qui sont inspirés de Lovecraft pour leur univers. Et les gens voient, et on peut pas vraiment parler de copie parce qu'en fait, c'est pas de la copie, on puise dans un univers collectif pour habiller une mécanique. Rich, aux États-Unis, on a parlé un petit peu de l'univers du jeu. Est-ce que déjà c'est un territoire où il y a beaucoup de joueurs de jeux de société et vous, est-ce qu'il y a des mécaniques qui vous rappellent dans certains jeux ou des mécaniques ou des univers qui vous rappellent des BD sur lesquels vous travaillez? Vous avez montré, vous adaptez des jeux vidéo, vous adaptez aussi des traductions françaises. Est-ce qu'il y a quand même ça des jeux, voilà, comment se porte le marché du jeu? Est-ce qu'il vous intéresse vous particulièrement sur le territoire américain? Yeah, well, I think generally speaking, taking board games and translating them to comics or graphic novels is a relatively new thing. I think Etienne would agree there. So I think in terms of possibilities there's a lot of possibilities. I think there are a ton of board game players in the U.S. for sure. There are several conventions that focus specifically on just board game players. I think it's really about trying to figure out what board games make sense, because not all board games really need a comic book or graphic novel. But there are definitely, I think, some out there that certainly I think could lend themselves well to the kind of the narrative that comics and graphic novels can do, and kind of flesh out, either specific stories or characters a little bit more in that format. Est-ce que le jeu de société pourrait devenir un axe presque aussi prioritaire de développement d'une IP qu'un dessin animé ou qu'une série télé ou qu'un jeu vidéo, comme on peut le penser dans un développement d'IP à 360? Aujourd'hui, le jeu de société, on pense que ça vient un peu après, ça paraît être un marché peut-être plus petit ou en tout cas plus discret. Est-ce que ça pourrait à l'avenir devenir, ok, on lance une nouvelle licence d'aventure, en tout cas, il y aura forcément un jeu de société, quoi. Moi, je pense qu'on est dans cet écosystème d'entertainment où le monde va en ce moment, et donc on en fait partie. On en fait partie probablement de plus en plus. Et il est certain que le jeu de société est aujourd'hui un réservoir d'IP, un réservoir d'histoires potentielles, un réservoir de marques qui est encore largement inexploré justement par tout ce milieu de l'entertainment et qui commence à venir un petit peu fouiller, à venir un petit peu gratter. Donc je crois et j'espère que ça va continuer et en fait on est tous un peu cousins et les IP aujourd'hui, elles ne sont plus limitées à un seul médium et elles peuvent se décliner et se répondre et s'alimenter entre elles et c'est ce qui fait qu'on est tous là aujourd'hui. Et il y a encore 15 ans, je pense que beaucoup de personnes se demandaient ça sur la bande dessinée. Alors, vous pensez que le jeu prend une forme de légitimation et d'affirmation comme la bande dessinée a pu la vivre sur les 20 dernières années? On verra. Attends. Allô ? Oui. Ouais, c'est bon. Je pense que la grande difficulté du jeu de plateau, c'est que contrairement à la BD ou au film ou au cinéma ou etc., la base n'est pas la narration. La base, c'est une mécanique. Donc la narration, elle se crée autour avec une histoire et un univers un univers visuel. D'accord ? Mais aujourd'hui, on fait des développements à partir de mécaniques et d'univers visuels. C'est juste très compliqué à faire, parce que c'est ce qui est fait là. C'est comment on développe à partir d'une mécanique, une histoire. Alors par exemple, Hasbro, ils font un film pour Battleship. Bon, je ne sais pas si vous l'avez vu, c'était pas le film du siècle, mais c'était peut-être pas une bonne idée, mais comment on prend la bataille navale qui est quand même mécanique, et on en fait un film de 2 heures? C'est compliqué au moins. Et oui. Et le jeu a quand même un spectre de mécanique assez large. On part de Double,
qui est un jeu très mécanique, effectivement, mais on va aller même vers le jeu de rôle, où là, ce sont des univers presque très denses, très construits, dans lequel on peut aller piocher, et la difficulté existe, mais va être un petit peu différente, c'est-à-dire qu'on a un monde, quelle histoire on raconte dans ce monde-là, puisque le principe du jeu, et quand on est joueur de ces jeux narratifs, c'est justement de se raconter une histoire à chaque fois différente. Est-ce que on a parlé de cette légitimation du jeu et cette expansion, et notamment à travers des univers qui existent déjà, on touche aussi différentes catégories d'âge, parce que pendant longtemps le jeu était quelque chose de familial et plutôt pour les enfants. Aujourd'hui il y a les jeux pour les enfants, pour les ados, pour les grands ados et les adultes. Est-ce que ça aussi c'est un potentiel de développement de différentes licences pour toucher tous ces publics-là ? Oui, absolument, et ça revient sur les différentes mécaniques qu'il pouvait y avoir, qui vont s'adresser à différentes personnes, et ça fait des jeux, des bacs à sable dans lesquels jouer et laisser la créativité des auteurs se développer dans un univers existant. Et donc ça laisse la place à beaucoup d'histoires pour tout le monde. Justement sur ce jeu, Cédric, vous voulez réagir là-dessus ? Oui, En fait, j'ai dit sur les 3 points importants au début, c'est la notoriété. Mais évidemment, la notoriété, sauf dans quelques très rares cas, ce n'est pas absolu. C'est-à-dire que si je propose Fairy Tail à des gens qui ont 50 ans, ça ne marche pas. D'accord ? Donc il faut penser, comme tout, au mix produit, à son public. D'accord ? Donc si je fais Cowboy Bebop, pour ceux qui connaissent, dessin animé qui a 25 ans, qui s'adresse à des gens qui ont aujourd'hui donc 40 ans, dans lesquels il y a beaucoup de joueurs, de hardcore gamers ou de gens qui ont l'habitude de jouer aux jeux de société, ça fait un gros jeu cher. Fairy Tail, c'est un jeu pour des gens plus jeunes. Et puis Silex and the City, c'est une bande dessinée française humoristique. On ne peut pas faire un jeu compliqué et cher, il faut faire quelque chose d'humoristique, il faut faire quelque chose qui s'adresse à tout le monde. Donc en gros, on peut, si on fait quelque chose à l'inverse du public qu'on vise, c'est sûr que ça ne va pas marcher. Est-ce que y a des jeux qui sont arrivés aux États-Unis qui s'appelaient Unmatched, qui ont pris des licences, qui sont partis sur des personnages connus de la littérature d'abord, et qui ont mélangé des choses. Est-ce que ce type de jeu était un des jeux pour collectionneurs d'abord un peu au départ? Aujourd'hui, ça se joue un petit peu, ça se mélange, et des grosses licences travaillent dessus. Est-ce que ce type de jeu où on mélange des univers peut intéresser aussi, des univers préexistants, ça peut créer aussi des nouvelles choses dans des licences qu'on connaîtrait déjà? Est-ce que vous êtes sollicité, vous, pour mélanger des univers a priori qui n'ont rien à voir? Je vais pas vraiment avoir de réponse. D'accord. Ok. Moi, je suis désolé, je prends beaucoup la parole, mais typiquement, normalement, on n'a pas le droit. Alors, c'est une problématique. On n'a pas le droit de mélanger des licences pour des raisons. C'est-à-dire que si je mets Batman et Spider-Man à côté, ça va poser des problèmes. D'accord. Par contre, ce que je peux faire éventuellement, c'est faire un jeu. J'ai une version Batman, j'ai une version Spider-Man, et ils sont compatibles. D'accord. Nous, on l'a fait. On a un système c'est pas celui-là, mais le Naruto, le jeu en fait partie. Donc c'est un système qui est fait pour du manga shonen, c'est-à-dire pour gérer des batailles faciles, des batailles typiques de manga shonen. Donc on a Naruto, on en a plusieurs qui arrivent, on a Seven Deadly Sins, etc. C'est tous des jeux indépendants, mais le système est compatible. Donc si je veux prendre Naruto et je veux combattre contre Natsu, je prends une boîte et l'autre, et c'est faisable, d'accord. Mais officiellement, mais c'est faisable, voilà. Et c'est comme ça. Alors c'est pas tant qu'on détourne, parce que les gens ils le savent, on leur cache pas, mais parce que c'est ce qu'aimerait le public, quoi, les joueurs, les lecteurs, ils veulent voir leur personnage préféré. Avec leur personnage préféré. D'ailleurs, à une époque, Marvel et DC s'étaient mis d'accord pour faire un comics, je sais plus ce que c'était, Superman, Spider-Man, il y avait Shazam, je me rappelle plus, je les ai lus, c'était il y a très longtemps, et c'était pas les comics du siècle, mais par contre, tous les fans de l'un et de l'autre, ils voulaient absolument les lire. On peut aussi faire ce genre de croisement au sein
de la même société. C'est-à-dire qu'au sein d'Asmodée, on va avoir des jeux Unlock, qui est une gamme de jeux d'escape game avec des cartes, qui reprennent des univers d'autres jeux Asmodée existants. Donc on a un Unlock Les Aventuriers du Rail, on a un Unlock Pandemic, on a un Unlock Mysterium. Donc on peut avoir dans certains cas ce type de croisement. D'accord. Vous avez parlé tout à l'heure que pour développer un jeu, il faut viser international parce que ça coûte cher, c'est compliqué et que ça fonctionne comme ça. Est-ce que c'est aussi une manière pour des licences, disons, françaises, on a parlé de Last Man tout à l'heure, pourquoi pas, de conquérir un autre public par le jeu, enfin l'international par le jeu, avant de revenir expliquer que ça peut être un livre. Est-ce que c'est possible, ça ? A priori, c'est pas le but premier. Ouais. Ensuite, c'est toujours pareil. Si on a un bon jeu qui voyage parce que c'est un bon jeu et que ça permet de faire connaître la licence, oui. Ensuite, quand on fait Last Man Unlock, c'est d'abord destiné à un public francophone. D'accord. Est-ce que vous êtes pour les Monopoly, puisque vous êtes un spécialiste, vous avez montré la diversité même dans les styles de Monopoly, très humoristiques, plus classiques, des choses comme ça. Est-ce que vous êtes sollicité par des éditeurs de bande dessinée qui aimeraient faire porter leur personnage et leur univers sur cette licence mondialement connue et qui pourrait aussi les aider à diffuser cet univers? For the moment in Belgium, we see the Monopoly games as a collectible for the fans. So if we have like 20,000 readers of a comic book, we hope to find enough people who buy this as a collectible. So I don't think we reach other people besides of the fans of the game. If we make a Blake and Mortimer, that's also the reason we come to the French market with it, because in Belgium it's a Belgian comic book from origin, but in the Flemish part nobody reads it, so it's most with the French people connected. So I don't think we reach out of that fanship. The most of our buyers for some of the monopolies, they buy it, they keep it in a plastic, and they put it like a statue somewhere in the living room. They like it because it looks good. They're fan of the artwork, and instead of buying like here a painting or a statue, they buy a Monopoly game. It's way cheaper also, and they put it on a nice place in the living room. And of course we have like now limited editions of some of those games with a special coverage or stuff like that. So we tried it in the past, and then it gets even a more beautiful place in the living room, and they certainly leave it in the plastic. So I think we have our limitations. We have to look to the market where Blake and Mortimer is selling really well, and looking to the fans, but not vice versa. Okay. Alors, il reste quand même une vingtaine de minutes pour cette rencontre. Est-ce que vous avez déjà des questions dans le public que vous souhaitez poser à nos interlocuteurs? On va vous donner la parole et puis on va continuer. Merci. Est-ce qu'il arrive du coup que l'auteur de l'œuvre originale prenne une place dans la création du jeu? Très bonne question. Est-ce que l'auteur de l'œuvre originale, oui, s'implique dans la création d'un jeu? Qui veut répondre? Oui, Étienne. Pour des illustrations, on peut effectivement imaginer que si besoin d'illustrations originales pour le jeu, ce soit l'auteur qui les fasse. En ce qui concerne la mécanique, ça va dépendre de est-ce que l'auteur est lui-même auteur de jeu ou a la capacité d'être auteur de jeu, parce que c'est quand même un métier assez spécifique. C'est vrai que vous êtes en relation avec les auteurs Alors, soyons clairs, au Japon, non. En Amérique, non plus. Donc, il reste la France. Et là, ce qu'on a dit, ça dépend vraiment de l'auteur. Parce qu'en fait, aujourd'hui, si j'arrive chez un éditeur de BD, je lui dis j'aimerais faire un jeu de société. C'est limite... Il sait pas de quoi je parle. J'exagère, mais parce que là ça a évolué un peu, mais c'est pas. On va pas chercher dans des BD franco-belges, ça on l'a pas assez dit, parce qu'elles sont pas assez internationales et que les gens sont à la recherche d'un marché international. Donc on va chercher que si
C'est une licence énorme comme Black et Mortimer, etc., et que le marché local est suffisant. Ou éventuellement, si on a un auteur qui veut vraiment le faire. Dans le cas de Silex and the City, d'accord, l'auteur du jeu est ami avec Jules, d'accord. Donc il l'a fait parce qu'il était ami avec Jules. On est allé voir Jules, on lui a fait jouer, il n'a rien compris. Il a trouvé ça chouette. Après, ses enfants ont trouvé ça chouette, et c'était son ami qui le faisait, et il est super content de l'avoir. Mais c'est pas lui qui, à la rigueur, ce qui l'a rassuré, c'est d'avoir quelqu'un qui connaissait bien, qui le faisait, et ça le rassurait. Par contre, je connais des auteurs qui jouent, avec qui on discute éventuellement de voilà. Et là, on fait valider le concept de gameplay, etc. Et parce qu'il faut que ça cadre avec l'univers. C'est une question de respect pour l'œuvre de l'auteur. Et du coup, les éditeurs, dans ce cas-là, ils sont qui vendent les licences, ils sont un peu, ils savent pas où se mettre parce qu'en fait, il faut que la communication se fasse au niveau artistique. Et généralement, les personnes qui gèrent les licences, ils sont moins au niveau de l'artistique. Donc ça, c'est des questions d'organisation pour le futur qui sont en fait très intéressantes. Justement, Rich, comment votre équipe a travaillé sur l'adaptation de Spotted, de Double les équipes artistiques de Double, les équipes de mécanique ont travaillé directement avec vous, vraiment vous êtes affranchi des relations avec l'éditeur pour que les artistes, scénaristes, dessinateurs, coloristes trouvent leur propre voie pour vraiment transposer l'univers de Double. Yeah, the approach we took with Spot It and Double is, I had a couple of artists in mind and a couple of writers in mind. They kind of went through a pitching process, where they did some tryout art and did some sample script dialogue. And we kind of narrowed it down from the couple to the basically Asmodee and Zygomatic picked the writer and the artist that they wanted to work on the project. And then we just kind of ran from there. You work on a script next, and then it goes from there to the artist, and they work on the pencil art, and so everything goes through approval stages. And each stage was vetted by the, Asmodee and Zygomatic, so that you do end up at the end coming up with a graphic novel that really is true and is feels right for the game. Et parce qu'on est sur la relation avec les auteurs, par exemple sur le Unlock Last Man, ou même il y a eu des Unlock Donjon, je crois, où il y a eu une version, non, il n'y a pas eu, non, il y a eu un, bon, est-ce qu'il y a est-ce que là aussi ça s'est fait avec les auteurs? On sait que c'est des auteurs qui ont pu travailler dans l'animation ou même dans des jeux vidéo. Est-ce que là vous avez travaillé avec eux ou finalement non, ça s'est fait sans eux? Il y a de toute façon toujours des relations avec les auteurs, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Sur Last Man particulièrement, ça date un peu, donc moi j'étais pas en charge de ce dossier-là à l'époque, mais c'est vrai que sur la déclinaison de jeux en bande dessinée, comme c'est justement ce bac à sable, là nous notre rôle d'ayant droit, c'est d'accompagner les auteurs et d'avoir des histoires que l'on juge en lien et vraiment relié avec ce qu'est la marque. Mm-hmm. Et puis à chaque étape on va se parler, on va vérifier, mais vraiment la créativité elle est du côté de l'éditeur, et c'est ce qui fait aussi que ça devient des objets culturels à part entière, parce que ce n'est pas juste une transposition d'une histoire, c'est vraiment une création à part entière. Bon, alors, est-ce que vous pouvez... Et ça, j'insiste, ouais. C'est ça qu'il faut revoir dans la configuration de l'industrie. C'est que quand on fait un jeu, d'accord, on n'est pas en train de mettre une image sur un t-shirt. J'ai rien contre les t-shirts. Mais on touche à un univers créatif, d'accord. Et il y a un moment où se pose la question de comment s'organise cet input créatif. Parce que si c'est juste quelqu'un qui fait passer des visuels entre un auteur et les autres, ça limite forcément où ça va pas aller. Donc la mécanique et ça, tout ça contribue au fait que le jeu de société peut être une part à l'édifice, à un univers, à qui est créative, et comment faire en sorte que ça le devienne de plus en plus, en fait.
Et je pense que c'est là la source de la question sur est-ce que des choses seront connues par le jeu de plateau dans le futur. C'est pas vraiment le cas pour le moment parce que le jeu de plateau n'est pas assez massif. Ça peut arriver par le jeu vidéo. Le jeu de plateau n'est pas encore assez massif, mais aussi comme c'est moins de budget, moins cher, moins de promo, un jeu de société, c'est aussi moins de focus. Et en fait, il faudrait travailler plus en amont, plus avec le créatif, etc. Et faire des choses intéressantes. Et petit à petit, quand le marché augmente, etc., ça arrivera peut-être dans le futur que cela arrive. En tout cas, il y a des gens qui y travaillent bien, visiblement. Donc voilà. Ouais. Ouais, il y a encore beaucoup de choses à explorer et à instituer pour que ça fonctionne. On a parlé de ces marchés internationaux, on a parlé la France, au Japon, c'est pas forcément un marché du jeu de société. Quels sont les marchés dans le monde qui achètent du jeu beaucoup? Est-ce que c'est vraiment essentiellement Europe, États-Unis? Est-ce qu'il y a d'autres marchés qui achètent des jeux et qui en consomment régulièrement? Bon, c'est sur la Belgique, Peter. In the past, it flipped off. In the past, we made also a Monopoly game. It's not really about the comic books, and we're here, of course, in a comic book festival. But we explored that it can go very fast. Belgium is also a little bit known for their cycling, so we made a Monopoly game about cycling with two famous cycling guys on the board. But it was just meant to be on the Belgian market because it was also in Dutch, and who speaks Dutch anyway? So we thought it's going to be a very small area, very small game to do. But cycling is getting bigger and bigger in special countries. Okay, you have the Tour de France here, so it's also big here. But we got orders from all over the world. The game was in Dutch, and even the fans of Australia, the United States, they bought it in Dutch. So if they like it and they are fan, and they have to be, that's always the thing with Monopoly, they have to be fan of, we have two licenses. We have to pay a license to Monopoly because that's an A+ brand in the world, but we also have to buy the license of, in this case, Blake and Mortimer, or to buy it from the cycling guys. So we already have the cost of the two licensing, but we also have the promotion of the two. You get easier in the shops, you get easier around the world with the brand Monopoly on it, but then you still have to target internationally on the fans who are all around the world. And language can be, of course, a difficulty, but here we saw if they are like this huge fan of it, even if they don't understand the language, they buy it anyway. And I think they just leave it again in the plastic and put it in the living room and a New Zealand or something like that. Quels sont les marchés à conquérir alors pour le jeu dans le monde? Aujourd'hui, le jeu de société est véritablement il y a un marché véritablement mondial. C'est-à-dire qu'il n'est pas rare que des jeux soient localisés en 10, 12, 15, 20 langues, presque simultanément avec la sortie dans son pays d'origine, le pays du studio. Ensuite, l'Europe, bien sûr, les États-Unis aussi, sont les deux marchés principaux. Donc, il y a toujours des marchés à conquérir. Mais on essaye aussi sur des jeux existants qui vont être plus forts sur un marché particulier parce que historiquement il a commencé sur ce marché-là et que plus tard il a été traduit, ça reste des marchés à conquérir sur des marchés qui sont déjà joueurs. Ouais. La question c'est sont-ils joueurs de ce jeu en particulier? Ouais. Cédric, vous voulez faire, bon, Selection City, on imagine que c'est pour le marché français de fait. Est-ce qu'un jeu... Je suis sûr que ça marche en Belgique aussi. Ah, ça doit marcher en Belgique aussi, mais est-ce que Fairy Tail, qui est vraiment une très très belle licence, très connue, est-ce que sur quel marché il peut se développer ce jeu-là? Alors, moi je suis pas Asmodée. Alors, Asmodée, c'est pas rare qu'ils sortent des jeux en 12 langues simultanément. Mais quand on est indépendant, c'est plus compliqué, hein, je vous le dis. Donc, nous, on vise potentiellement à toutes les langues, mais ce qu'il faut aussi voir, c'est qu'une licence n'est pas forcément connue partout, y compris Fairy Tail. Et d'ailleurs, avant l'ère d'Internet, pratiquement aucune licence animée ou manga n'était connue internationalement à part Dragon Ball et Akira. Donc derrière il faut faire des deals, et nous le problème qu'on a, par contre, ça on l'a pas évoqué mais je vais quand même en parler, c'est que dans le monde du jeu de société, avoir une licence c'est mal vu.
D'accord ? En général, c'est quelque chose qui change. Pourquoi ? Parce que, et ça c'est quelque chose qui a beaucoup été fait, notamment par les Américains, parce qu'ils sont configurés comme ça, c'est pas pour dire du mal d'eux, il y a un truc qui marche, je prends la licence, je fais un jeu de société à la va-vite, je le mets sur le marché. Mais, comme on a dit, d'accord, je suis peut-être super fan de Fairy Tail, si le jeu il est pas bien, je vais jouer une fois, je vais être déçu et je vais pas rejouer. Et donc, comme quand on prend une licence, on fait un jeu à la va-vite et on le met, généralement c'est pas un bon jeu, il y a des exceptions, il y a des exceptions, il y a des Battlestar Galactica, bon c'est pas une BD, la série a pris de la popularité grâce au jeu fabuleux qui a été développé autour de Battlestar Galactica. Mais en général, ça marche pas, donc du coup ça décrédibilise, donc les gens disent j'achète plus de jeux à licence. D'accord ? Donc aujourd'hui, si vous habitez en France, vous allez dans des boutiques de jeux, vous leur parlez de jeux à licence. Moi au début, quand on a lancé Don't Panic, j'ai des gens que je connaissais depuis 15 ans qui étaient dans des boutiques de jeux qui m'ont dit moi de toute façon je fais pas de jeux à licence. Voilà. Donc et pour la petite histoire, il m'a contacté 10 ans plus tard pour me dire écoute, je connais pas l'animé, j'ai joué à Cowboy Bebop, c'est super. Du coup, je vais regarder la série. Voilà. Donc bon, comme quoi, voilà. Mais il y a aussi ça, c'est-à-dire que il y a des territoires où ils veulent pas, ils sont réticents, même si c'est connu, ils sont réticents à l'avoir. C'est très rare, on va voir avec Sex and the City, parce que le jeu il est bon, donc on va voir. C'est très rare que les gens prennent un jeu d'une licence qui n'est pas connue chez eux, même si le jeu est bon, par exemple. Alors qu'on pourrait se dire, bon, on connaît pas Sex and the City, mais néanmoins, graphiquement c'est joli, le jeu il est humoristique, etc. Donc en l'occurrence, c'est un bon cas d'école. Et puis après, c'est vraiment une configuration de c'est qui les gens, quoi. Les gens qui viennent plus de la BD ou qui sont arrivés plus récemment sont plus ouverts à la licence, en général, pas forcément en Amérique, que les sociétés traditionnelles, etc. C'est vraiment... Alors, ça change, hein, parce qu'il y a de plus en plus de bons jeux, mais il y a aussi tout autant de jeux mauvais qui sont faits à la va-vite avec une licence. Et d'ailleurs, ce que vous faites, hein, qui est de prendre des jeux qui sont bien et de mettre une licence qui va dessus, ben, ça va plutôt dans le bon sens, en fait. Ça va plutôt dans le bon sens pour tout le monde. Très bien. Il nous reste encore quelques minutes. Est-ce que vous avez d'autres questions pour nos interlocuteurs ? Oui, monsieur, devant. Merci. J'ai juste écrit, pour revenir un peu sur... Montez un tout petit peu le micro, s'il vous plaît. Voilà, merci. Pour revenir un petit peu sur ce parallèle entre BD et jeux de plateau, est-ce que vous pensez que c'est aussi la multiplication et la popularité des jeux de cartes à collectionner et aussi, des deck building cartes, ou enfin toutes ces cartes qui a un peu aidé à ce rapprochement, parce que dans le fond, il y a beaucoup de similarités, que ce soit créer nous-mêmes des histoires, que ce soit le fait qu'il y ait des illustrations. Je pense notamment on ressort souvent l'exemple de Magic, qui avait des superbes illustrations et aussi des descriptions textuelles qu'on rapprochait souvent à la bande dessinée. Est-ce que vous pensez que tous ces jeux de cartes et leur multiplication aident aussi le public à associer la bande dessinée et le jeu de plateau, pas forcément que le jeu de cartes? Est-ce qu'on peut parler des jeux de cartes ? Magic a eu sa BD, hein, voilà. Mais ça va plus loin, c'est-à-dire que Magic a commencé comme un jeu d'Heroic Fantasy standard, et à un moment ils se sont dit on construit notre univers. Donc ils ont, à travers des générations de jeux de cartes, construit un univers narratif qui n'était pas dans le jeu à la base, en fait, qui s'est Dominara, ça s'est rajouté. Donc je pense que c'est une bonne remarque, mais il faut aller beaucoup plus en détail pour rentrer dedans. Ce qui est certain, c'est que quand on fait un jeu de cartes, il faut beaucoup d'illustrations. Donc, avoir accès à des illustrations existantes, c'est pratique. Là, on fait un jeu de cartes qui s'appelle Gangs of Gotham. Il n'est pas sorti, mais on avait besoin de beaucoup d'illustrations. Et initialement, c'était pas dans cet univers-là. Et on s'est dit, mais en fait, c'est un truc de gang. Batman, c'est super. Voilà. Donc, après, les jeux de cartes à collectionner, c'est des choses énormes avec beaucoup de... Mais, par exemple, aux États-Unis, il y a eu un énorme boom autour de My Hero Academia, le jeu, parce que justement, le public correspondait, le jeu est sorti au bon moment, c'était bien configuré, et ça a généré beaucoup de revenus. Au Japon, ça se passe. Au Japon, il y a un jeu qui s'appelle
Bon, j'ai un trou, mais West Creuse, je crois. Et en fait, leur truc, c'est qu'ils font des extensions pour tous les animés. Et ils sont tous compatibles entre eux. D'accord. Donc oui, ça sert. Alors le deck building qui est différent, qui n'est pas à collectionner, c'est aussi intéressant parce que là c'est une mécanique de jeu qui a été inventée, qui était vraiment bien, avec un jeu qui s'appelle Dominion pour ceux qui ont joué. Donc beaucoup de gens ont repris, y compris nous. On a des jeux qui sont basés sur des mécaniques de deck building parce que j'aime beaucoup le deck building. Et effectivement l'intérêt c'est que là il n'y a pas besoin d'acheter, donc d'être dans un truc ultra actuel, ultra marketing, et on peut faire des collections. Donc d'ici deck building. Alors on ne développe pas, on le traduit, mais ils sortent une boîte tous les 2 ans. Elles sont compatibles entre elles, elles ont des thèmes, ils ont des illustrations. À chaque fois, il y a des nouvelles mécaniques de jeu, et c'est très rejouable. Très rejouable. Et en plus, celui-là, je pense que c'est le deck building le plus accessible, ce qui fait que quand on le sort en famille, etc., ça marche très bien. Je l'ai vu plein de fois. Voilà. Donc oui, c'est plus utile d'avoir une licence avec plein d'illustrations pour un jeu de cartes que ça l'est pour un jeu avec un plateau et des dés et des pions, forcément. Voilà. Après, je pense qu'on peut parler pendant plusieurs jours de ces problématiques-là avec des exemples concrets parce qu'il y a beaucoup d'exemples et d'indications. Et je pense qu'il y a des gens chez Asmodée, peut-être pas Étienne, qui sont encore bien plus... Peut-être qu'on pourrait conclure cette conférence est-ce que vous avez quelques jeux à nous annoncer qui seraient des jeux de licence de bande dessinée ou à l'inversement des projets de licence d'Asmodée qui deviendraient des bandes dessinées comme Spot-It? Est-ce que dans les prochains mois, qu'est-ce que choses en développement qu'on pourrait révéler peut-être? Des grandes révélations, je suis pas certain, mais ce qui est sûr, c'est que on est toujours nous en recherche de partenaires pour développer sur différents médiums, parce que la BD en est un, mais en est un parmi d'autres. On a des films qui sont adaptés de jeux. Il y en a un qui est en train d'être écrit là sur les loups-garous de Tiercelieu, et qui est un exemple de jeu qui est d'abord ancré en France. Et donc on va chercher des partenaires qui sont d'abord ancrés en France, par exemple, et ça pourrait être la même chose pour une bande dessinée où là ça intéresserait peut-être plutôt un éditeur français que quelqu'un comme Rich qui est de l'autre côté de l'Atlantique, où le jeu a moins de résonance. Voilà. Ok. Cédric, vous voulez nous annoncer quelque chose à venir en développement? En fait, j'ai parlé des trucs sur lesquels on travaillait. Donc, j'ai parlé de Guns of Gotham, j'ai parlé de Seven Deadly Sins, j'ai parlé des prochains développements sur la licence. En ce moment, en franco-belge, on n'a rien de sûr. Okay. Donc voilà, on attendait un peu de voir comment se comporte Silex and the City. Il se trouve que ça se comporte plutôt bien. Okay. Mais ça pose une question de où on vend les jeux. Alors voilà, j'avais cette question-là. Bon, on n'a plus beaucoup de temps, mais c'est la question oui, où est-ce qu'ils sont diffusés? Librairie, magasin spécialisé, grande surface? Je pense que Asmodée est le plus grand distributeur de jeux du monde, donc ils peuvent savoir. Mais il y a quand même un truc qui se passe un peu partout, c'est qu'il y a une convergence entre les lieux d'achat des industries culturelles. Il y a beaucoup d'éditeurs de livres qui se mettent aux jeux de société. Et moi typiquement je suis dans un cas très spécifique parce que je suis aussi éditeur par ailleurs, et il y a des jeux spécifiques que je co-distribue en librairie, par exemple Silex and the City. Alors ça pose beaucoup de questions parce que c'est pas les mêmes remises, etc. Mais au final effectivement on se rend compte qu'on arrive à des jeux des fois qui vendent plus en librairie, tout simplement parce que l'espace de Silex and the City, c'est l'espace culturel où il y a la BD Silex and the City, et c'est là que les gens vont aller le chercher. Et du coup, ça ouvre d'autres espaces au jeu, donc c'est très bien pour l'industrie du jeu en général. Les mangas, ça vend des boutiques spécialisées manga, vous en avez sans doute vu, etc. Ils vendent des jeux de manga. Et la vraie question qu'il faut poser, je ne vais pas esquisser une réponse ici, parce que là encore c'est trop long, c'est est-ce que quand on fait Fairy Tail, ça touche aux gens qui font du jeu de plateau et qui achètent des jeux, aux fans de Fairy Tail qui jouent pas et qui se disent je vais jouer, ou aux gens qui aiment Fairy Tail et le jeu de plateau et que à l'intersection des deux. Et c'est pas une question facile à répondre, donc je vais pas répondre, mais voilà, ça c'est vraiment, vous la poser, mais je pense une question importante pour tout le monde ici. Oui, très bien. Eh bien, merci beaucoup. C'est la fin de cette conférence sur les jeux et la bande dessinée. Merci à tous et à vos questions. Si vous voulez rester, on va parler de théâtre et de bande dessinée tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci.